Bienvenue dans la deuxième partie du débat. On parle de la crise politique au Congo avec mes invités ce soir. Je voudrais revenir, Francis Laloupo, sur ce qui vient d'être dit sur cette réussite finalement de la part d'Étienne Tshisekedi ces dernières semaines d'avoir tenté et réussi tant bien que mal. Il y a 400 partis politiques au Congo. C'est un paysage politique très fragmenté, très divisé, compliqué vu de l'extérieur quand on connaît mal. Étienne Tshisekedi a réussi ces dernières semaines une espèce d'entente avec une partie de l'opposition et une tentative crédible pour présenter un anti-Kabila. Oui, alors, M. Tshisekedi a été appelé, on l'appelait pendant quelques années, on fait peut-être moins maintenant, l'homme des rendez-vous manqués, parce que c'est l'opposant qui, évidemment, s'est opposé à Mobutu, qui a systématiquement raté, je dirais, la dernière marche qui pouvait le mener au pouvoir. Et le dernier rendez-vous manqué, évidemment, date de 2011, puisqu'il est considéré par une partie du pays, en tout cas, comme celui qui avait été élu en 2011. Je crois qu'en fait, Étienne Tshisekedi capitalise surtout sur un rejet du régime en place. C'est un rejet profond. On a quand même affaire à un pays où on compte aujourd'hui 82% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Et on a affaire à un régime qui demande en fait de prolonger son bail au sommet de l'État, alors qu'il n'a pas su simplement organiser des élections. Parce que pour revenir à la question des élections, on nous a dit jusqu'au moment du dialogue qu'il n'y avait pas d'argent, qu'il n'y avait pas les finances nécessaires pour organiser des élections. Or, on sait très bien que des élections sont quand même liées à une prévision budgétaire régalienne. Oui. Alors, un État, un gouvernement qui ne parvient pas à organiser des élections en temps et en heure, ça renvoie quand même plutôt l'image d'un État failli. Comment peut-on faire confiance, comment peut-on prolonger au sommet de l'État une équipe qui n'a pas su faire, je dirais, ce qui est ordinaire dans un régime démocratique, en tout cas qui se présente comme tel, organiser des élections. Des élections sont organisées dans plusieurs pays aujourd'hui en Afrique en temps et en heure. Il n'y a aucune raison que la RD Congo, qui est quand même un des pays les plus riches du continent, puisse aujourd'hui, je veux dire, en toute indignité, dire à la face du monde qu'il n'y a pas les finances disponibles pour faire des élections. On voit bien évidemment que ça faisait partie des arguties du pouvoir. Et je m'étonne de ce point de vue d'ailleurs que l'UDPS est demandé à engager un dialogue avec un régime. Je ne sais pas sur quel agenda l'UDPS voulait engager un dialogue. Il me semble quand même que de ce point de vue, pouvoir comme opposition, il y a une culture en RD Congo, une culture qui intègre le fait qu'une alternance paisible n'est pas possible au sommet de l'État. Parce que si Joseph Kabila se retirait en temps et en heure de la tête de l'État, il aurait été, au fond, le premier chef d'État dans ce pays à avoir quitté le pouvoir dans des conditions absolument ordinaires et normales. Or, nous sommes en train de rater une fois de plus ce rendez-vous avec l'histoire en RD Congo. Alors, la réponse d'abord d'Alidor Mulombe. Pourquoi ne pas avoir permis justement cette transition démocratique? On a vu cette grande colère des Kinois ces derniers jours. Un vrai ras-le-bol de la population de la capitale congolaise. Ils n'en veulent plus de Joseph Kabila. Mais non, je ne sais pas. Vous affirmez, vous avez vu ceux qui ont manifesté, vous avez vu la masse laborieuse congolaise manifester. Ce que vous avez vu, c'était quoi? Des jeunes gens, la plupart drogués, qu'on a payés pour aller casser. Ce n'est pas ça que la population congolaise. Regardez bien les images, vous allez voir quel type de personnes sont sorties. Mais je vais dire autre chose. Pour tous ceux qui donnent des conseils à l'Afrique, au Congo, si vous voulez que les phénomènes des élections tout le temps contestées se terminent, c'est que Kabila dit il faut bien préparer les élections. Ce n'est que si on prépare bien les élections qu'on n'aura pas de contestation. Pourquoi se précipiter, faire des élections entre guillemets bâclées qui vont être contestées? Donc ça, c'est souhaiter une crise permanente au Congo. Ce qui s'est passé, eh bien, c'est que, comme je disais tout à l'heure, pendant 2 ans, pas de la CENI, la Commission électorale indépendante. C'est elle qui organise les élections. Deuxièmement, vous oubliez qu'il y a eu des guerres au Congo. On a attaqué le Congo, le fameux M23 a occupé une partie de l'Est du Congo. Même la capitale de l'Est du Congo, Goma, a été occupée. Où est-ce que vous étiez, vous les conseillers? Et vous pensez que lutter contre toutes ces rébellions, ça ne coûte pas de l'argent? Antoine Le Congo Gazer est riche potentiellement, mais la richesse, ce n'est pas seulement le potentiel. La richesse, c'est quand cette richesse est utilisée. Et puis pour le bilan de M. Kabila, écoutez,
dans quel état il a trouvé le pays? Il a trouvé un pays avec un budget de 400 millions. Un budget de 400 millions pour ce grand pays, comme vous le dites. Alors, soyez un tout petit peu juste, essayez de comprendre la situation et surtout, comprenez que si les élections ne sont pas bien préparées, ça va toujours mener au chaos. Ce qu'il essaye de faire par le dialogue, c'est cela. C'est de dire comment organiser les élections paisibles et qui ne vont pas être contestées. Alors Alexandre Kiedi, vous vouliez répondre à ça, justement. Oui, puisque, en tout cas, avec tout le respect que j'ai pour vous, vous faites honte aux Congolais et honte à l'Afrique, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas tenir un tel discours. Ça, ce sont des slogans de Facebook. Non, Monsieur, ce n'est pas les Facebook. Ça, ce sont des slogans de Facebook. Arrêtez de dire des mensonges. Alors, sur cette question... est venu au pouvoir, le budget était d'1 milliard. Ce n'est pas à toi de me confondre, parce que c'est dans mon métier, ça. Et pour ce qui est de ce bilan de Joseph bilan, Kabila a échoué partout. Il a échoué partout. Il a promis aux Congolais de 5 sentiers, il n'y a rien. Allez voir. Le Congo est resté comme au début des années 60. Il n'y a rien. Il a échoué partout, Kabila. Il n'a pas su donner au peuple congolais de quoi se nourrir, de quoi se vêtir. Le Congo, le pays qui a été le fleuron de l'Afrique, à l'époque coloniale, est devenu un pays, comment dirais-je, laissé à l'abandon. Le peuple congolais souffre. Cet argument sécuritaire, Antoine Glaser, il est, on l'entend souvent, pour maintenir des régimes au pouvoir, mais il est légitime également. Dans le cas du Congo, un pays qui a connu 2 guerres récemment, qui a connu de nombreuses rébellions, qui a encore de nombreux groupes armés qui opèrent sur son territoire, on peut comprendre cet argument sécuritaire. Il faut la stabilité au Congo. C'est-à-dire que, c'est vrai que c'est déjà surprenant d'entendre le représentant de Joseph Kabila dire quand il est arrivé au pouvoir, s'il parle de 2001, il a succédé à son père. Alors donc il faut s'adresser, c'est-à-dire c'est un peu un parricide quelque part. Deuxièmement, quand on parle des casseurs, très franchement, les casseurs, il y a quand même eu, c'est la première fois qu'on voit ça en Afrique, 3 sièges de l'UDPS, du mouvement des Lumumbis et d'un autre siège qui ont été quand même incendiés et vraiment avec des gens assassinés. C'est quand même, on a rarement vu ça, je veux dire, dans un pays africain. Qu'est-ce qui est arrivé d'une façon aussi violente. Moi, je suis le petit blanc des bords de Seine, donc je vois ça sans doute des bords de Seine, mais je suis ça depuis 35 ans. Et c'est vrai que le Congo, rappelez-vous, alors bien sûr, tous les trucs de scandale géologique, moi qui analyse ça, ce que j'analyse, c'est que finalement, le maintien de Joseph Kabila au pouvoir, ça arrange bien les voisins. Des grands pays comme l'Angola ou le Rwanda, ils sont très contents d'avoir Joseph Kabila parce que comme ça, chacun fait son petit business aux frontières du Congo démocratique et finalement, les choses se perpétuent de cette façon-là. Mais si on veut bien organiser les élections, justement, pour bien les faire, pour pas les bâcler, quand même, je veux dire, si il était arrivé au pouvoir, même en 2006, alors la seule chose que je reconnais qui est une réalité, c'est d'abord que Joseph Kabila, dans la ville de Kinshasa, a toujours été minoritaire et a toujours eu des problèmes dans la capitale. Et c'est vrai qu'en 2006, c'était Jean-Pierre Bemba qui était arrivé en tête. Les Quinois, Francis, n'aiment pas Joseph Kabila. Historiquement, c'est prouvé. Je ne sais pas si c'est historiquement. En tout cas, c'est vrai qu'il y a une partie de la population qui a rejeté Joseph Kabila. Il faut dire qu'il est arrivé quand même au pouvoir par des voies, je dirais, à tout le moins, disons, inhabituelles. On ne peut pas dire que ce soit une accession démocratique au pouvoir. Mais je vais juste relever 2 ou 3 choses, si vous permettez. C'est quand le monsieur qui est avec nous, monsieur du PPRD, dit qu'il faut organiser des élections dans de bonnes conditions pour éviter toute contestation, il le dit, il le répète. J'aimerais savoir, au fond, combien de temps il faut, dans un pays, pour s'assurer qu'on organise de bonnes élections. Ça fait quand même 15 ans que ce régime est en place. Il faudrait peut-être encore attendre 5 ans, 10 ans dans ce cas-là. Peut-être qu'il faut complètement renoncer à l'agenda démocratique. Alors, Alidor Mulongbé. Par ailleurs, je voulais quand même souligner également que M. Joseph Kabila n'est pas candidat. Il n'est plus candidat à une élection présidentielle. Donc, il ne peut pas se représenter. Il ne peut pas se représenter. Alors, donc, peut-être que pour apaiser simplement le climat social et politique dans le pays, Joseph Kabila peut se retirer du pouvoir. Annoncer qu'il se représente. Et mettre en place une équipe. Alors, Alidor Mulongbé, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi Joseph Kabila n'annonce-t-il pas, ne confirme-t-il pas son départ, quand bien même ces élections seraient reportées, quand bien même il faudrait attendre? Et quand est-ce qu'on peut imaginer que ces élections pourront avoir lieu? Il y a ceux qui dialoguent aujourd'hui, l'opposition responsable qui dialogue aujourd'hui, le dernier point sur lequel ils essayent de se mettre d'accord, c'est sur le calendrier électoral. Donc,
si on les laisse travailler, si on n'amène pas des pilleurs, des casseurs dans la rue, eh bien, de ce dialogue, il y aura un calendrier électoral global, très clair. C'est ça l'objectif. On a l'impression que ceux qui ne veulent pas d'élection, ceux qui préfèrent plutôt des postures, comme les dirigeants de l'UDPS, ne veulent pas, en fait, qu'on arrive à ce calendrier. Pour le reste, j'entends trop de procès d'intention contre Kabila. Mais Kabila n'a pas dit qu'il va se présenter. Vous savez, pour la France, il y a un pays voisin où un chef d'État a changé la Constitution, il a fait encore des élections et il a eu même les applaudissements de M. François Hollande. Le Congo de Kabila est dans toute la région des pays de Grands Lacs, à l'exception des pays anglophones comme la Tanzanie et la Zambie, c'est le pays le plus démocratique. Allez au Rwanda, allez en Ouganda, où est le Tshisekedi rwandais? Le Tshisekedi rwandais, il croupit en prison. Alors, Antoine Gazer, sur cette question du Rwanda, la Constitution a été changée et la communauté internationale l'a très largement applaudi. Absolument, non mais je veux dire, oui. c'est une réalité. C'est une réalité aussi au niveau du Congo-Brazzaville. Mais absolument, vous avez tout à fait raison. Mais ça, quel est le... Ok, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Ce sont des présidents qui ont changé leur Constitution pour se maintenir au pouvoir en disant le peuple me demande, moi je ne veux pas, etc. Bien évidemment, vous avez tout à fait raison. Ça n'empêche pas que là, oui, il y a un processus totalement nouveau en République démocratique du Congo, c'est on laisse glisser alors qu'on ne prépare pas et au moment où il faut faire les élections, on dit faut faire un recensement électoral au secours. Mais il y a ce problème de l'hypocrisie de la communauté internationale. Hein. D'abord, la communauté internationale, il va falloir quand même le dire et l'affirmer une fois pour toutes, n'existe pas. Vous avez des zones d'influence. Donc habituellement, quand il s'agit par exemple des anciennes colonies françaises, tous les autres pays occidentaux demandent en France qu'est-ce que vous faites vous, qu'est-ce qu'il faut faire, et vous verrez que c'est toujours la France qui propose des résolutions. Quand il s'agit de la Belgique, quand il s'agit de la République démocratique du Congo, tout se passe à Bruxelles et dire qu'est-ce que vous faites à Bruxelles. D'ailleurs, regardez les communiqués, même nos confrères, ils disent voilà, il y a un tel a dit, ça commence la Belgique en premier, après les États-Unis, après la France. Mais franchement, encore une fois, c'est nous, on analyse sur la base de processus qu'on voit bien quand même qu'un grand pays comme la République démocratique du Congo avait tout à fait la capacité, s'ils avaient eu envie, de préparer des élections pour la fin de l'année. Il y a une chose qui n'a pas dit. Je vous ai dit, on a préparé. Puisqu'il y a une chose qu'on n'a pas dit. Attendez, juste Alexandre Kelly, je reviens tout de suite vers vous, Monsieur Mulombe. De tout d'abord. Je voulais lui rappeler qu'il y a quelques mois, Kabila a organisé des élections provinciales, coupant ainsi le Congo en 6 provinces. Ça, c'était pour lui faire plaisir. C'était pour lui-même. Et il a fait ces élections-là, faisant du Congo un pays qui compte 26 provinces. Et c'était facile à faire. Or, dans la loi électorale, dans la Constitution, il est prévu de mettre toujours de côté 250 millions de dollars américains pour la préparation des élections. Comptez depuis qu'on a commencé en 2006 jusqu'à aujourd'hui. Ça va atteindre à peu près 1 milliard plutôt de dollars. Donc Kabila a suffisamment de moyens pour organiser les élections. Mais il ne veut pas les faire puisqu'il veut rester au pouvoir. Alidor Mulombe, vous vouliez répondre? C'est tout. Oui, d'abord, monsieur dit quelque chose qui est faux. C'est un mensonge. On n'a pas organisé des élections provinciales au Congo. On a organisé. C'était des élections des gouverneurs. Mais et ce sont des élections... Mais non. Un gouverneur, il sort d'où? Il est gouverneur d'une province. Mais non. Il y a des assemblées provinciales. Ce n'était pas... C'était 20 personnes, 30 personnes qui élisent un député, un gouverneur. Ce n'est pas la même chose qu'avoir des millions de gens qui vont aller voter. Donc, je trouve que ce que vous dites est faux. Ce n'est pas la réalité. Deuxièmement, tout le monde parle toujours respect de la Constitution. Mais le découpage de 26 provinces, c'est inscrit dans la Constitution. Oui. On ne peut pas lire la Constitution d'une façon sélective. On prend de la Constitution congolaise ce qui vous arrange et les autres éléments de la Constitution, vous n'en tenez pas compte.
Donc, c'est ça que j'ai dit. Francis Laloupo. Je suis quand même sidéré par la capacité de certains acteurs politiques à inventer des vérités successives. Au fond, il y a une chronologie dans cette histoire. Et souvent, c'est vrai que certains pouvoirs font fi de la mémoire collective. Il y a d'abord eu dans ce pays, en RD Congo, il y a 2 ou 3 ans, je crois, ce qu'on appelait des concertations nationales. D'abord, une sorte de dialogue comme ça, qui évidemment n'a pas abouti à grand-chose, mais qui préfigurait dans notre projet de pouvoir la modification de la Constitution, qui était dans les tuyaux, si je puis dire. Et il y a eu des manifestations dans ce pays. Il y a eu une résistance. Il y a eu des morts au Congo il y a 2 ans. Procès d'intention, monsieur. Ensuite, vous ne connaissez pas le Congo. Ah mais si, écoutez, c'est une réalité. Il y a eu des concertations internationales, nationales. Il y a eu des rumeurs de modification de la Constitution, plus que des rumeurs d'ailleurs. Il y a eu une résistance de la population qui a résisté contre cela, qui a manifesté contre. Donc il y avait bien un projet. Et c'est ensuite qu'il y a eu, effectivement, je dirais, cette carte qui a été sortie d'un glissement du calendrier électoral, qui a amené d'ailleurs le pouvoir à aller devant la Cour constitutionnelle, qui a été consultée, pour autoriser en quelque sorte le fait que le mandat de Joseph Kabila puisse être prolongé. Jusqu'à l'élection d'un nouveau président. D'ailleurs, il faut dire, sans délai, de manière indéterminée. Parce que si aujourd'hui on mettait en place un calendrier, on vient quand même de nous apprendre que la Commission électorale est incapable de fixer une date pour les élections. La Commission se tourne aujourd'hui vers la Cour constitutionnelle. Les experts qui se penchent sur la question, sur le dossier congolais, disent tous qu'il n'est pas possible aujourd'hui, en l'état actuel de la situation du fichier électoral, par exemple, d'organiser des élections avant 2 ou 3 ans. Ce qui fait déjà pratiquement un mandat supplémentaire. On a contourné finalement toutes les difficultés pour offrir au pouvoir en place ce qu'on appelle, c'est la terreur actuellement pour les opinions africaines, un 3e mandat. Alors, Antoine Glaser, est-ce que ce n'est pas un problème? On a vu, je reviens tout de suite vers vous, Alidor Mulombe, juste sur ce point où en est le Congo aujourd'hui. On a vu un pays qui est indépendant depuis 1960, on a vu les années Mobutu, le père Kabila, maintenant le fils Kabila, et toujours pas de transition démocratique paisible et acceptée par tout le monde. Est-ce que c'est simplement le cas que ce pays n'a pas les institutions démocratiques suffisamment fortes pour permettre une chose pareille? Est-ce que c'est la conclusion qu'il faut tirer aujourd'hui? Non, c'est vous savez, on dit toujours qu'il ne faut pas des hommes forts, mais il faut des lois fortes, des institutions et autres. Mais ce qui est une réalité, c'est vrai que ce pays a connu un certain nombre de problèmes graves et de conflits à ses frontières, encore une fois, c'est vrai. Mais compte tenu il a des milliards de dollars d'aide internationale dans ce pays, la façon dont il a été accompagné, comme Francis Laloupo l'a rappelé, il y a à plusieurs reprises eu des concertations avec des gens qui venaient expliquer, organiser. C'est un incroyable nombre d'associations, de médiation, de toutes les organisations internationales, des ONG qui sont penchées sur le Congo démocratique. C'est absolument incroyable d'arriver à la fin de l'année en disant, les élections, non, il faut apporter. Il faut savoir aussi, c'est pas simplement l'élection présidentielle. Les députés, ils font quoi? Ils vont rester, il va falloir continuer à payer les députés encore 3 ans. Et toutes les autres institutions. Alors tout le monde, personne ne bouge. C'est pas simplement le président. Ça veut dire que c'est un pays qui va être en roue libre totalement sur le plan institutionnel. C'est pas possible. Alidor Mulombe. Mais quand le pays essaie de se donner cette chance-là, cette chance de bien organiser ses élections, c'est assez étonnant de voir que les pays occidentaux, par exemple la déclaration du président français, elle est pour moi étonnante au moment où il faut apaiser la population. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On met de l'huile sur le feu. On essaye d'encourager les pilleurs, les casseurs, ceux qui ont fait que l'économie de ce pays, à cause des pillages, de 91 et 93, ces pillages ont subi les conséquences jusqu'aujourd'hui. Eh bien, la communauté internationale ou même les grands donneurs de leçons, pourquoi vous n'accompagnez pas ce pays, vous n'accompagnez pas ce dialogue qui doit aboutir? On verra après s'il ne va pas aboutir. Mais le dialogue aujourd'hui dit, maintenant on travaille sur un calendrier électoral. Car on ne peut pas organiser les élections dans un pays. Les gens n'ont pas de carte d'identité. Les fiches communales de savoir qui est congolais, qui n'est pas congolais, ça n'existe pas. Le premier qui a critiqué ça, c'est M. Tshisekedi. Il y a 3 ans, M. Tshisekedi déclarait « on ne peut pas faire d'élections dans un pays où il n'y a jamais eu de recensement ».
où on ne connaît pas qui est congolais, qui n'est pas congolais. Allez retrouver les déclarations de M. Tshisekedi. C'est tous ces gens-là, c'est l'opposition en grande partie qui a bloqué chaque fois qu'on essayait d'avancer. Le feu Abbé Malo, qui était président de la CENI, a proposé il y a 2 ans un calendrier électoral complet. Qui ont refusé ce calendrier? Mais c'est l'opposition. Alexandre Kiedi, le blocage, il est de votre côté? Non, le blocage est du côté de Kabila. Moi, je reviens encore sur M. Alidor. M. Alidor, s'il vous plaît, moi, j'ai beaucoup de respect pour vous. Mais vous m'inquiétez avec vos déclarations, puisque vous êtes comme si le Congo était un espace où les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Voilà. Et quand les gens résistent, vous êtes contre eux. Et vous savez bien que dans un État où il n'y a pas de règles, où il y a les 2 heures absolues, la résistance devient un droit. Et si le peuple congolais résiste, c'est puisqu'ils sentent que de l'autre côté, il n'y a pas de retombants. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, moi je pars toujours du Genval, puisque le Genval c'est le point central. C'est comme ça que nous sommes partis. Nous avons dit, plus jamais qu'il y ait des morts comme on voit là aujourd'hui. Il y a 52 morts, on vous a dit seulement 42, 32, mais il y a 52 morts. Il y a 4 qui ont été tués dans la permanence de l'IDPS. Ils ont été abattus avec une lance-roquette. Les gens ont vu que la lance-roquette a détruit toute la maison et 4 personnes ont été calcinées. Le gouvernement Alidor Mulombe est accusé de répression. Mais regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont demandé une marche, soi-disant pacifique. La marche devait débuter dans l'après-midi, en début d'après-midi. Mais c'est déjà à 8h, 9h qu'on a commencé à brûler, il y a des écoles qui ont été brûlées, il y a des banques qui ont été brûlées. C'est ça qui s'est passé, la réalité. Ce qui fait qu'on se demandait comment ces gens qui demandent une marche pacifique ne sont pas capables d'encadrer leurs gens. Et quand on regarde la qualité des gens qui étaient dans la rue, qui sont commencés à les piller, voler les magasins des Chinois, etc., c'était des jeunes gens. C'est ce qu'on appelle à Kinshasa, la plupart, ce sont des Chégués. On en a trouvé même, il y en a même qui manifestaient nus. Donc, ce qui fait que la répression, c'est quoi? Ici, c'est rétablir l'autorité de l'État. Madame et monsieur qui en salle, si on vient attaquer votre maison, juste parce qu'on vous soupçonne d'être partisan de M. Kabila, et on vient attaquer votre maison, vous ne serez pas heureux d'avoir la police venir essayer de limiter les dégâts? Alors, juste c'est ça qui s'est passé. Francis Laloupo? Oui, alors je veux juste dire, je suis pris que le monsieur du PPRD qualifie les manifestants de drogués, de délinquants. Bon, c'est une drôle de façon quand même de qualifier l'opposition. Ce que je veux dire simplement, je vais être très court, c'est que je reviens à ce que je disais au départ, cette crise a été quand même créée par le régime en place. C'est le régime qui n'a pas su organiser des élections. On connaît des crises préélectorales, des crises post-électorales. Là, on a une crise de non-élection. Voilà. Et cette crise provoque évidemment des tensions politiques. Là, il y a des manifestants, il y a un dialogue, donc il y a forcément des pour et des contre. Il y a des gens qui manifestent. Il se fait que ce pouvoir refuse toute forme de contestation, d'où cette répression qui est tout à fait féroce, tout à fait violente. Mais messieurs, on va juste laisser Patrice. C'est-à-dire que finalement, on a créé en RD Congo une situation insurrectionnelle. C'est ce qu'il faut admettre tout simplement et l'assumer. Maintenant, c'est au pouvoir de gérer la situation. Antoine Glaser. Il faut quand même rappeler ce qu'avait critiqué François Hollande, qui, moi, je ne suis pas d'accord sur la politique africaine, mais je veux dire, ce qu'il a critiqué François Hollande, c'est l'attaque d'un siège de l'UDPS, du principal parti du pays. L'attaque et l'incendie du siège du DPS, ça, ne sont pas des pilleurs et des casseurs, c'est de la violence d'État. C'est comme ça que ça s'appelle. Alidor Mulombe, de la violence d'État. Pourquoi vous ne critiquez pas Qui? On a brûlé le siège du PPRD, on a brûlé le siège du RCD Goma. Tous les partis de la majorité présidentielle, leurs sièges ont été brûlés. Pourquoi vous ne parlez pas de cela? C'est un peu ce qui étonne. Ça, c'est les militants qui ont brûlé le siège, ce n'est pas l'État. La question qu'on peut poser à un régime dans une situation comme celle-là, pour évidemment apaiser un peu les humeurs, c'est quelle est la réponse politique pertinente que votre régime apporte à cette situation? C'est la seule question qui vaille. Vous êtes encore aux commandes de l'État, c'est à vous d'apporter la réponse pertinente. Or, il se fait que le dialogue apparaît comme une réponse insuffisante. Donc, c'est à vous d'inventer la réponse pertinente. Antoine Glaser, un dernier mot. On a eu pour un cycle de manifestations
manifestations et de répression. Non, mais juste, on voyait bien que le dialogue n'est pas nouveau. Ce dialogue n'est pas né il y a simplement quelques semaines. Il y a eu des négociations qui se sont éternisées avec une vraie volonté, finalement, du pouvoir de pas aboutir. Et c'est vrai qu'au niveau de ce dialogue, c'est vrai qu'il est vraiment... Les opposants qui participent à ce dialogue sont extrêmement minoritaires. Alors, malheureusement, là-dessus, on va devoir s'arrêter. Je sais qu'on qui montre les textes que l'IDPS a signés. Je sais qu'on pourrait continuer encore longtemps. Vous voyez se conduire là-bas à Kinshasa. On y reviendra sur cette crise politique au Congo très bientôt avec vous, messieurs, je l'espère. Merci infiniment d'avoir été nos invités ce soir. Merci à vous d'avoir suivi ce débat. On se retrouve demain soir pour un tout nouveau débat sur France 24. Bonsoir. Oui.